Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Arvalis consacré au maïs épi et plus particulièrement sa production, sa récolte, sa conservation et sa valorisation par les bovins. Aujourd'hui, pour intervenir sur le thème du maïs épi, on va le faire à deux voix. Donc, pour ma part, Anthony Huitval. Donc, je suis basé sur la station expérimentale d'Arvalis de la Jaillère en Loire-Atlantique. Et je serai également accompagné de mon collègue Hugues Chauveau, zootechnicien et spécialiste des questions de valorisation des fourrages. Mais il y a également nos collègues en coulisses que j'en profite ici pour les remercier. Donc Didier Delot, Michel Moquet et Valérie Bonneau. Donc ces collègues ont participé à la production de l'événement et seront aussi présents pour modérer les questions et y répondre, à certaines questions ou nous poser à Hugues et moi-même les questions à l'oral dans les séquences qui seront dédiées. Et puis évidemment, un grand merci à nos collègues techniciens, sans qui évidemment le contenu de ce webinaire ne serait pas ce qu'il est. Alors avant de commencer, on va regarder les éléments de définition. Quand on dit maïs épi, ensilage de maïs épi, de quoi parle-t-on? On parle du produit qui est issu de la récolte de l'épi complet, ça veut dire l'ensemble des grains, la rafle et tout ou partie des spates ou du pédoncule de l'épi, qui sont récoltés avec une ensileuse, donc broyés et conservés selon le principe de l'ensilage. Donc on va finalement retracer la vie du maïs épi en reprenant les spécificités de conduite d'un point de vue agronomique, mais on va aussi passer en revue tout ce qui concerne sa récolte et sa conservation. On prendra un premier temps d'échange. Et puis on abordera ensuite tout ce qui concerne la valorisation par les bovins, en commençant par la composition chimique et la valeur alimentaire, puis à son utilisation dans des rations bovins-lait. On marquera à nouveau un temps d'échange. Et on terminera sur l'utilisation de cet aliment dans les rations bovins-viande, avant de conclure et de prendre de nouveau un temps d'échange au cas où il resterait des questions. Voilà pour le cahier des charges d'aujourd'hui. Alors si on débute, on va se repositionner un petit peu à une échelle système et qu'on va étudier la place de cet aliment, de ce fourrage dans les assolements. On va distinguer deux cas de figure. Une place qu'on a qualifiée de conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle correspond plutôt aux bonnes années où on va récolter un excédent de maïs fourrage, voire de grains. Alors dans ces situations, il sera difficile d'adapter des choix variétaux. Donc on conseillera de s'orienter vers des maïs fourrages, des variétés de maïs dédiées à la valorisation fourragère en privilégiant des variétés de profil énergétique plutôt orientées amidon ou équilibre, donc pour maximiser quelque part le potentiel grain et amidon, mais tout en se gardant la possibilité de les valoriser classiquement dans les rations si celles-ci sont récoltées en plante entière. On distingue un autre cas de figure, une place dite structurelle. C'est une situation où systématiquement une partie de la surface de maïs sera récoltée sous cette forme et il est du coup intéressant de s'orienter vers des variétés là grains ou alors fourrage, mais avec un profil énergétique orienté amidon, l'objectif étant toujours de maximiser le potentiel de production de cette culture. Et puis, j'aurais presque pu commencer par ça, évidemment, c'est un aliment qui s'adresse à des systèmes qui ont une certaine souplesse dans le système fourrager, c'est-à-dire une capacité à dédier une surface fourragère supérieure, puisqu'on va le voir, évidemment, le rendement total récolté est inférieur à ce que l'on récolte avec du maïs fourrage plante entière, et ce sera un point important à avoir en tête avant de se lancer. Concernant la conduite agronomique du maïs épi, le maïs épi, comme on l'a vu en termes de chiffres, c'est d'abord du grain. Donc le choix variétal en termes de profil des variétés, je l'ai déjà évoqué. Et on va aborder la question de la précocité. On préconise de conserver une précocité identique, voire de très légèrement tardifier, sous réserve que l'on soit capable d'anticiper un petit peu la date de semis par rapport à un maïs fourrage plante entière. On sait des essais historiques qu'un semis plus précoce a tendance à favoriser ce potentiel grain, amidon, donc il sera intéressant d'en tirer parti, d'en tirer profit. Et en termes de densité de semis, par rapport à un maïs fourrage plante entière, on pourra revoir légèrement à la baisse cette densité de l'ordre de 5000 plantes en moins. Concernant la précocité, j'y reviens parce que c'est important, on conseille de ne pas trop tardifier les variétés implantées pour ne pas récolter trop tard. On verra comment on détermine cette date de récolte, mais l'idée de ne pas récolter trop tard, c'est évidemment de réduire tous les risques qui sont associés à une récolte tardive, en particulier l'averse, mais également la qualité sanitaire, et puis aussi de préserver
de bonnes conditions d'implantation et d'installation de la culture suivante. C'est vraiment un point fondamental. Un dernier point de particularité de conduite agronomique, c'est évidemment les restitutions au sol. Lorsqu'on récolte sous forme de maïs épi, on restitue près de 40% de la biomasse qui était initialement présente sur pied. Donc on s'approche finalement d'un comportement, d'une conduite maïs-grain en termes de gestion des résidus. Ça veut dire que même avec un bec qui est équipé de broyeurs, on conseille un broyage dédié avec un matériel spécifique, un broyeur à axe horizontal, ainsi qu'un enfouissement des résidus pour d'une part gérer les risques foreurs, mais également les risques maladies, en particulier pour le suivant cultural, et puis dans une moindre mesure de gérer l'azote à l'échelle de la parcelle. Comme tous les fourrages, la notion de stade de récolte est primordiale. C'est avant tout une affaire de compromis. Ici, on cherchera à maximiser le rendement en grains, tout en conservant un fourrage qui est digestible, que l'animal pourra valoriser, et puis en se rappelant qu'on est en train de récolter un fourrage qui va être conservé par ensilage, ce qui nécessite un certain taux d'humidité pour que le processus de conservation par ensilage se déroule convenablement. Si on observe, si on regarde ici sur le graphique l'évolution du rendement, ici qui est traduite par le poids de 1000 grains ramené à la norme, en fonction de l'humidité du grain, on observe que sur des génétiques, sur des variétés très précoces à précoces dans nos essais, donc des variétés maïs fourrage, le poids de 1000 grains maximal est atteint pour une humidité du grain de l'ordre de 35% d'humidité, avec quelques fluctuations selon les précocités et les types de grains. Donc c'est l'objectif qu'on va se donner, de viser le stade 35% d'humidité du grain. Et à ce stade, le pourcentage de matière sèche de l'épi complet, donc évidemment les grains, et je le rappelle, la rafle, une partie des spates et du pédoncule, eh bien la teneur en matière sèche de l'épi complet est compris entre 50 et 60%. Alors c'est une fourchette qui est assez large et qui dépend des conditions de végétation et notamment du niveau de remplissage et du coup le corollaire d'avortement éventuel des grains. À ce stade-là, comme on l'a vu, donc à 35% d'humidité du grain, on a atteint quasiment le maximum de rendement. Et on a une teneur en matière sèche de l'épi complet qui, vous le voyez, dans une gamme un tout petit peu réduite ici lorsqu'on le présente, mais on retrouve dans les analyses réalisées dans les élevages une gamme un petit peu plus large. Un dernier indicateur qu'on vous a remis aussi, c'est l'équivalence pourcentage de matière sèche plante entière, alors sur lequel on n'accordera pas trop d'importance puisqu'il peut fluctuer de manière très importante selon les conditions de végétation et notamment en cas de stress hydrique. Alors comment faire pour atteindre ce 35% d'humidité du grain? Eh bien, finalement, on a trituré nos bases de données et il ressort qu'à partir du moment où on a atteint le stade 32-33% de matière sèche plante entière, donc du maïs fourrage, qui correspond à 45% d'humidité dans le grain, il faut compter 200 degrés jour en base 6-30 pour atteindre le seuil des 35% d'humidité du grain. Vous le voyez, il y a une certaine variabilité autour de cette moyenne des 200, mais ce qui constitue néanmoins un repère. Alors le stade 32-33, rien ne change. Utilisons toujours les mêmes méthodes, à la fois en s'appuyant sur les références qui peuvent être disponibles localement en termes de données météorologiques, mais aussi d'observation du grain, de répartition des amidons aux 3/3 à ce stade-là, et également d'observatoires locaux qui peuvent exister par les partenaires. C'est à nouveau la détermination du stade 32-33 et des besoins en somme de température accumulée qui permettent de prendre date auprès d'un prestataire pour la récolte. À 35% d'humidité du grain, de nouveaux chiffres ici, le rendement du maïs épi, c'est près des 2/3 du rendement du maïs fourrage plante entière lorsqu'on l'a récolté à 32-33% de matière sèche. Donc derrière ce chiffre moyen qu'on peut donner de 62% que l'on a obtenu à la fois dans les essais, mais qui est également disponible dans certaines sources bibliographiques. On peut aussi noter que cette équivalence de rendement varie fréquemment entre 55 et 68% sous l'effet des conditions de végétation et du stade de récolte. Ces chiffres-là, on les a obtenus essentiellement sur des variétés de maïs fourrage dans les gammes de précocité, des très précoces à demi-précoces.
Donc, je vous le disais en introduction, ça veut dire qu'on restitue près de 40% de la biomasse au sol. Il est important de prendre en compte cela dans le bilan fourrager pour s'assurer qu'il soit équilibré. On s'apprête désormais à récolter les parcelles en maïs épi. Qu'est-ce qu'il est aussi bon de savoir? Eh bien que la récolte de maïs fourrage, que l'on conseille de récolter les tours de champ destinés à être récoltés en maïs épi sous forme de plantes entières pour valoriser au mieux la biomasse des plantes qui sont présentes en bordure, en particulier lorsque ce sont des bordures ombragées, où il peut y avoir des plantes qui ne présentent pas ou peu de grains. Donc il est préférable de valoriser l'ensemble de la biomasse en plantes entières, mais aussi de limiter les pertes de fourrage lors de la récolte, puisque en maïs épi, on va éjecter une quantité de fourrage inférieure, on va ne sélectionner que l'épi, et en particulier sur les plantes de bordure qui peuvent ne pas en avoir ou avoir de petits épis, on a de forts risques d'avoir des pertes à l'éjection lorsqu'on récolte par l'arrière au moment du détourage. Alors, nul besoin d'aller détourer autant que ce qui est présent sur la photo, un tour d'ensileuse suffit, mais évidemment tout ça est au choix de chacun, l'idée étant de pouvoir circuler côte à côte, l'ensileuse et le tracteur avec la benne. Si on poursuit sur la récolte, une chose aussi qui change évidemment par rapport au maïs fourrage plante entière, c'est que la récolte se fait avec une ensileuse dite classique, celle qui récolte le maïs fourrage plante entière, mais en revanche cette ensileuse est équipée d'un cueilleur à maïs grain, ce qui suppose une adaptation de la tête de récolte, en fait de l'interface entre le cueilleur et l'ensileuse, qui a également un coût de l'ordre de 12 à 15 000 €, même si aujourd'hui des cueilleurs sont directement adaptables sur les ensileuses, mais ça reste quand même très minoritaire. Et de manière générale, encore dans certains secteurs, c'est la disponibilité des matériels qui peut être limitante quant à l'accès à ce mode de récolte. Donc c'est aussi un point d'attention pour des éleveurs qui seraient intéressés. Si je reviens au stade de récolte, donc je le rappelle ici, à 35% d'humidité du grain, on a un amidon qui est essentiellement sous forme vitreuse, ce qui présuppose d'avoir éclaté de manière assez intense les grains pour favoriser leur digestion, en particulier de donner de l'accès aux micro-organismes du rumen pour dégrader ces particules de grains qui contiennent l'amidon. En termes d'objectifs, si on se donne des consignes, c'est de ne retrouver aucun grain intact à la sortie de la goulotte de l'ensileuse, et que l'essentiel des grains soit fractionné en minimum 4 morceaux. C'est les éléments de connaissance disponibles aujourd'hui qui nous permettent de garantir une bonne valorisation de l'amidon qui est contenu dans les grains. Comment on obtient tout ça? Il y a différents réglages. On va dire qu'on peut présélectionner dès le départ. D'une part, c'est de ne pas négliger l'action de la longueur de coupe. Les couteaux sont certes destinés à couper les tiges et les feuilles quand on récolte du maïs fourrage plante entière, mais n'oublions pas qu'ils ils coupent indifféremment des tiges, des feuilles, mais aussi l'épi et les grains qui sont sur l'épi. Donc on réglera la longueur de coupe au minimum, ce qui correspond aux environs de 3,5 à 7 mm selon les machines de récolte et leurs équipements, la configuration du rotor de coupe. Au niveau de l'éclateur, donc qui est l'organe dédié à l'éclatage des grains, évidemment, il faudra qu'ils soient en état, c'est-à-dire pas trop usés, et ils évolueront de manière serrée, donc on réglera un écartement réduit. Le minimum, c'est de 0,75 mm, et il peut aller jusqu'à 1,5 si on est sur des éclateurs qui sont en bon état et qui ont également un fort différentiel de vitesse qui accroît l'action d'éclatement des grains. Là, on a parlé plutôt de la fraction grain. Un équipement qui est optionnel mais qui peut néanmoins être intéressant, c'est de disposer de ce qu'on appelle un fond strié ou une grille de recyclage, comme on peut deviner ici sur la photo. L'objectif étant de ne laisser passer à l'éjection les particules que lorsqu'elles ont elles ont été réduites à une certaine taille. L'idée étant de ne pas retrouver de fractions grossières. Ça c'est vrai quel que soit le type de fourrage que l'on récolte, puisque ce sont des particules qui vont freiner le tassage du silo, mais qui vont également générer des reflux à l'auge et potentiellement des désordres métaboliques. Quelques éléments également sur le débit de chantier et la logistique. Les débits de chantier estimés sont de l'ordre de 2,5 à 3,5 hectares à l'heure. Évidemment, ce qui va varier en fonction du rendement,
de la teneur en matière sèche, mais aussi du cueilleur et de la puissance de l'ensileuse, en sachant qu'aujourd'hui, c'est souvent le débit de chantier que peut assumer le cueilleur qui est le facteur limitant du débit de chantier. Un autre point notable qui varie par rapport au maïs fourrage plante entière, c'est la logistique de transport, puisqu'on estime qu'il faut 2 fois moins de bennes pour assurer un même chantier en termes de surface. Tout ça vient du fait, évidemment, on l'a vu, qu'on récolte moins de biomasse qu'en fourrage plante entière, et puis que la densité dans les bennes est proche du double de celle d'un maïs plante entière, avec, vous le voyez, une gamme de variations qui est assez importante. De tout ça, on peut donc ressortir les chiffres qui sont présents dans le tableau en dessous. Je vais prendre qu'un seul exemple pour illustrer. Je suis dans une situation où j'interviens avec des bennes de 12 à 14 tonnes, une ensileuse de 540 chevaux, ce qui est une ensileuse qui assume 6 à 8 rangs pour du fourrage plante entière et qui pourrait assumer un cueilleur de l'ordre de 8 rangs pour l'épi. Avec une parcelle à 2 km, eh bien, je n'ai un besoin que de 3 à 4 bennes qui est pour assumer le chantier, en sachant que les chiffres mentionnés ici sont plutôt sécuritaires, de sorte à ne pas faire attendre la machine. On va désormais aborder tout ce qui va concerner le stockage. Je vais partir des modes de stockage les plus, les plus communs aux plus spécifiques de cet aliment-là, du stockage de cet aliment-là. Donc les silos couloirs que tout le monde connaît. Leurs avantages, c'est qu'il y a peu de pertes en conservation. Ils sont souvent déjà présents sur la ferme et parfois le maïs épi vient prendre la place d'un autre fourrage. Donc ça, c'est plutôt les points positifs. Les points négatifs, c'est qu'on a souvent des difficultés à maîtriser la taille du front d'attaque, en particulier quand le maïs épi remplace un autre fourrage, à moins que l'on dispose de parois mobiles pour pouvoir redimensionner le front d'attaque. On y reviendra, c'est un point extrêmement important. En termes de coût, lorsque j'intègre l'amortissement technique des matériels de tassage, les consommables ainsi que la main-d'œuvre nécessaire à ces opérations-là, et l'amortissement du silo sur une durée de 15 ans, eh bien, j'ai un coût à la tonne de matière sèche stockée qui est de l'ordre de 8 à 10 € par tonne de matière sèche. Le silo dit demi-couloir désormais, donc on ne s'appuie plus sur 2 murs mais sur un seul, ce qui permet évidemment, et c'est un avantage, de maîtriser la taille du front d'attaque. On peut ne pas avoir du tout d'infiltration d'eau si le sol est en pente et évidemment suit la pente du silo. Donc finalement, on se dirige de manière opposée à celle du mur. Et on a également peu de pertes si on est sur une surface bétonnée, goudronnée, en tout cas imperméable. Sur le papier, c'est un mode de stockage qui ne présente pas d'inconvénients. On peut aussi s'appuyer sur des silos, sur une partie d'un silo couloir qui est juxtaposé. En termes de coût, vous le voyez, évidemment, on est assez proche d'un silo couloir puisqu'on a simplement retiré un des murs du silo. Je poursuis, un autre mode qui est aussi très répandu, le silo taupinière, avec comme avantage de pouvoir maîtriser la taille du front d'attaque. Et en termes d'inconvénients, lorsqu'on est sur un sol qui n'est pas stabilisé, c'est évidemment de générer des pertes sur la partie qui est en contact avec le sol. On est sur des coûts à la tonne stockée qui sont inférieurs, donc de 4 à 5 € la tonne de matière sèche avec un sol stabilisé, ou un petit peu plus en comptant l'amortissement de la dalle béton lorsqu'on est dans cette situation-là. On va désormais aborder 2 modes de conservation, 2 modes de stockage qui sont plus spécifiques. Le silo en gaine souple, ou aussi appelé boudin, avec comme avantage de ne pas avoir d'infrastructure de stockage dédiée, même s'il est préférable d'avoir un sol stabilisé à l'endroit où on positionne la gaine souple. Et il est possible de constituer de petits fronts d'attaque. Attention toutefois au diamètre, puisque ces matériels sont assez peu répandus, et donc on n'a pas souvent le choix sur la taille des gaines à employer. C'est souvent des gaines de 2,40 m à 2,70 m de diamètre qui sont utilisées. En termes d'inconvénients, on peut aussi citer qu'on a une reprise manuelle partielle de l'aliment qui devient nécessaire, et une vigilance particulière à avoir sur l'intégrité du film plastique, notamment vis-à-vis des ravageurs. Donc on conseille d'appliquer un filet de protection, mais qui ne touche pas le sol pour éviter finalement de constituer une zone refuge pour les ravageurs et notamment les rongeurs. Un coût qui est supérieur aux autres modes de stockage,
de 14 à 15 € par tonne de matière sèche lorsque je compte la mise en gaine, le consommable et la main-d'œuvre qui y est associée. Dernier mode de conservation, de stockage, la balle enrubannée. À nouveau, pas d'infrastructure de stockage en termes d'avantages. On n'a pas de gestion de front d'attaque, puisqu'on a de tout petits conditionnements individuels. On est sur des balles qui font de 800 kg à 1 tonne 200 selon la matière sèche, pour des balles de 120-120. Les inconvénients, c'est que ces matériels sont globalement peu disponibles aujourd'hui, ce qui peut être limitant. Les mêmes points de vigilance sur l'intégrité du film plastique. Une place au stockage qui peut être importante, même si on peut empiler sur 2 hauteurs des balles qui sont suffisamment denses, ça peut prendre une place importante au stockage. Et la reprise, qui selon les outils que l'on utilise, peut être aussi un point d'attention. Et puis dernier point, évidemment, le coût. Vous le voyez, on est largement au-delà de tous les autres modes de stockage. Mais pour autant, c'est pratiqué en particulier pour le fait de pouvoir disposer de petits conditionnements, mais également pour le fait que ce soit facilement transportable. Alors, si j'en reviens au mode de stockage en silo, bien que ce fourrage se tasse bien, c'est les observations de tous les éleveurs qui le pratiquent, les ingrédients pour une bonne conservation en silo restent les mêmes que ceux pour les autres fourrages, un étalement en couche fine de l'ordre de 10 cm, ce qui est facilement maîtrisable, en tout cas plus facilement que pour les autres fourrages, parce que le maïs épi ne va pas rouler sous le godet ou sous les autres outils d'étalement et du fourrage. Il est conseillé également de faire un tassage énergique, de passer sur l'ensemble de la surface du silo et de manière, j'allais dire, homogène pendant toute la durée du chantier. Et on y reviendra également d'assurer une vitesse de dessilage élevée, ce qui suppose d'avoir bien dimensionné le silo. Bien dimensionner le silo suppose aussi de connaître et d'avoir des repères en termes de densité. Donc on vous fournit ici une densité qui varie essentiellement sous l'effet de 2 facteurs. La hauteur du silo, qui va jouer finalement sur l'effet d'autocompaction des couches de silo les unes sur les autres, des couches de fourrage les unes sur les autres. Donc on a pris 2 exemples ici, 1 mètre ou 2 mètres. Mais également la teneur en matière sèche de l'épi complet, 50 ou 60%. Plus le silo est haut et la teneur en matière sèche de l'épi est élevée, et plus la densité moyenne est élevée. Retenez en termes d'ordre de grandeur que les densités sont souvent comprises entre 380 et 410 kg de matière sèche par mètre cube lorsqu'on est en silo. Et en balle enrubannée ou en gaine souple, on dispose de moins de données, mais néanmoins, on peut vous fournir l'information que cette densité est comprise entre 360 et 400 kg de matière sèche par mètre cube, selon des essais que l'on a réalisés ou des suivis qu'on a fait en ferme commerciale, ainsi que des enquêtes auprès d'entrepreneurs de travaux agricoles. Donc la vitesse de dessilage, j'y reviens, je l'évoquais dans la diapositive précédente. On conseille de dimensionner pour permettre un avancement de 10, préférentiellement 15 cm par jour en période froide, et 20, et à nouveau préférentiellement 25 cm par jour en été, donc en période chaude, et d'assurer un dessilage qui laisse un front d'attaque net pour ne pas ébranler le fourrage et permettre l'introduction en profondeur d'oxygène qui relancerait finalement des respirations qui produiraient des échauffements du fourrage au front d'attaque. Un point de vigilance majeur, on l'a vu dans la diapositive précédente, c'est que la densité du maïs épi, c'est quasiment 2 fois celle du maïs fourrage plante entière, et le plus souvent, les quantités distribuées en termes de maïs épi sont inférieures à celles du maïs fourrage plante entière. Donc minimum en termes d'ordre de grandeur, retenez que la surface du front d'attaque doit être 2 fois inférieure à celle du maïs fourrage. C'est vraiment le minimum, ça c'est sans compter sur le fait qu'on en distribue moins en termes de quantité. Voilà, donc c'est vraiment un point majeur, ce dimensionnement, et l'ajout de conservateurs, en particulier l'acide propionique ou de bactéries lactiques hétérofermentaires, qui ont pour objectif de contrer les échauffements, de les retarder, ne permettra pas, l'ajout de conservateurs, à lui seul de contrer les effets d'un avancement insuffisant, même s'ils peuvent contribuer et apporter une sécurité supplémentaire. Bonjour à tous. Donc deuxième partie plutôt dédiée à la valorisation du maïs épi. Donc on vous propose d'en discuter en 3 temps. La première chose, c'est reprendre finalement, d'un point de vue composition chimique, qu'est-ce que le maïs épi, un composé chimique, valeur alimentaire par rapport
à d'autres types de fourrage. Et puis donner un petit peu des indications d'utilisation dans les rations à la fois de bovins à lait et puis de jeunes bovins à l'engraissement. Voilà. Et donc on aura un petit temps de questions intermédiaires après la partie valorisation dans les rations vaches laitières. Donc comme pour la première partie, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, qu'est-ce que le maïs épi? D'un point de vue composition chimique, c'est un mélange homogène d'amidon tout d'abord et puis de parois cellulosiques. Donc, je vous ai mis les références INRA là, de composition chimique du maïs épi et puis celles d'aliments qu'on va souvent avoir à titre de comparaison. Donc, le maïs plante entière, le maïs grain humide, le maïs grain sec, le blé. Donc, si je regarde le compartiment principal là, pour le maïs épi, donc l'amidon, en moyenne, on a des valeurs de l'ordre de 60-65%, avec une certaine variabilité quand même, on va le voir juste après, de l'ordre de 9% de cellulose brute, donc à peu près 3 fois plus qu'un maïs grain finalement, et puis un peu plus de 2 fois moins qu'un maïs plante entière. Et puis pour des teneurs en protéines du coup qui vont être plutôt un petit peu inférieures à une céréale, hein, évidemment. On est sur le maïs, on est plutôt là autour de 8-9% de MAT, quand sur une céréale on va être plutôt autour de 11-13%. Voilà, donc à retenir que le maïs épi, on parle parfois de fourrage, on est quand même globalement plutôt sur un aliment concentré, donc assez riche en amidon, et donc c'est à considérer comme un aliment concentré donc dans les rations de ruminants. Alors, quelle variabilité finalement on observe dans les élevages? Elle est assez importante. Donc, vous avez ici une certaine image de la variabilité, donc à partir de près de 400 analyses réalisées donc entre 2010 et 2019. Donc finalement, les compartiments les plus variables, c'est évidemment le teneur en matière sèche, teneur en amidon et puis teneur en fibres, hein, les deux dernières étant liées de toute manière. Et donc cette variabilité-là, on voit au niveau matière sèche, hein, par rapport à ce qu'a pu dire Anthony tout à l'heure, on est plutôt sur la frange haute dans les élevages de ce qui se pratique en termes de récolte par rapport aux préconisations. Là, la médiane étant autour de 59% de matière sèche, avec donc l'essentiel des maïs épis récoltés entre 56 et puis 63% de matière sèche. Donc c'est essentiellement lié au stade de récolte de toute manière, et puis également à la part de grains finalement par rapport à la rafle et puis au spat. Donc même chose pour les teneurs en amidon et aux fibres, hein. Les facteurs de variation sont les mêmes. Sur l'amidon, on retrouve à peu près la moitié des maïs épis donc qui présentent des teneurs de l'ordre de 53 à 62% sur la matière sèche, et puis 50% des maïs épis qui présentent des teneurs en cellulose brute de l'ordre de 6 à 9%. Voilà un petit peu pour dire que finalement derrière la valeur INRA, la ligne INRA dans les tables, se cache quand même une variabilité assez importante également, comme on peut retrouver aussi sur nos maïs fourrage plante entière. Alors, une petite info sur l'aspect dégradabilité du maïs épi, notamment au niveau ruminal. Donc sur le graphe ici, vous avez les cinétiques de dégradation de l'amidon dans le rumen, donc du maïs plante entière, du maïs épi, du maïs grain humide, et puis du blé. Donc bien avoir en tête que le maïs épi n'est pas forcément une source d'amidon lent, c'est parfois une fausse idée qui reste dans les campagnes. C'est pas tout à fait vrai, hein. C'est quand même plutôt un amidon assez rapide, alors intermédiaire entre une céréale à paille type blé et puis un maïs grain sec, mais ça c'est plutôt à considérer quand même comme un amidon rapidement dégradable. Et donc finalement, en termes de cinétique, de dégradabilité, on se situe
proche d'un maïs grain humide récolté plutôt tôt, on va dire, avec forcément une variabilité très liée au stade de récolte et à l'humidité du grain, pardon, pour le maïs grain humide, donc qu'on retrouve sur le graphe ici. Donc pour le maïs épi, globalement, on va plutôt se situer sur la tranche haute là, de la partie grisée en jaune orangé. Et donc, l'amidon du grain, il est plus ou moins facile à dégrader par les microbes du rumen. Donc, c'est lié à plusieurs choses. Donc, tout d'abord, ça va être lié à la vitrosité du grain, donc, qui est liée en partie au stade de maturité. Également, dans une moindre mesure peut-être à la génétique du grain. Donc on soit en effet sur du corné, du denté, du denté. On peut avoir un effet variété aussi qu'on ne sait pas bien mesurer aujourd'hui, hein, pour être honnête. Et puis donc le deuxième point, si je compare un maïs épi à un maïs grain humide, à un maïs grain sec, pardon. Donc, c'est l'aspect processus de conservation. En fait, le séchage d'un maïs grain va permettre donc la coagulation des protéines, donc ce qui va former, si on peut dire, une barrière finalement pour les microbes du rumen pour pouvoir avoir accès et puis dégrader les granules d'amidon. Et donc, c'est le phénomène plutôt inverse qui se passe avec le processus d'ensilage. Donc, pour du maïs épi par exemple, où on va avoir au cours du processus d'ensilage donc une lise de la matrice protéique là, qui va protéger les granules d'amidon et donc qui va rendre finalement l'amidon de plus en plus accessible aux microbes du rumen avec l'avancement en conservation. Voilà. Et donc, côté valeur alimentaire, pour finir sur le maïs épi, donc c'est bien le grain qui apporte l'essentiel de l'énergie de cet aliment-là. Donc, je vous ai replacé ici les valeurs énergétiques donc en UFL, donc des tables INRA 2007, donc du maïs plante entière, qui est en moyenne France autour de 0,92, 0,93 UF par kilo de matière sèche. Le maïs épi de l'ordre d'une UF 0,8 et puis on retrouve le grain, donc le grain seul plutôt autour d'une UF 20, une UF 22, voire un petit peu plus. Et puis donc les parties plus fibreuses, donc la rafle, les spats, etc. Donc là où on est évidemment sur des valeurs énergétiques moindres. Donc finalement, quand on replace ça par rapport à l'objectif de rationnement d'une vache laitière ou d'un jeune bovin, qui va être de l'ordre, suivant le niveau de production, dans des systèmes plutôt extensifs, autour de 0,85, 0,90 UFL par kilo de matière sèche, dans des systèmes un peu plus productifs, plutôt 0,90, 0,95, voire presque une UFL, et donc le maïs épi se situe un peu au-delà de cet objectif-là, et donc on comprend bien que l'intérêt de cet aliment-là, ça va être soit de concentrer des rations pour les rendre plus productives, ou bien compenser finalement la moindre valeur énergétique d'autres fourrages qui pourraient être intégrés dans les rations. Voilà, donc je vous propose de passer directement à la partie utilisation donc, de ce maïs épi dans les rations de vaches laitières, et puis on prendra un temps de questions juste après. Donc, ce qu'on vient d'évoquer là, donc deux utilisations principales permises par le maïs épi, permis par sa bonne densité énergétique. Donc, ajuster des rations pour des animaux à haut potentiel de production. Donc, ça va soit permettre d'augmenter le niveau de production, soit permettre de substituer tout ou partie de la VL, par exemple, hein, dans des rations vaches laitières. Donc globalement, en ordre d'idée, ce qu'on peut retrouver dans des rations hivernales, de l'ordre de 1 à 3 kg de matière sèche de maïs épi dans des rations base maïs fourrage, donc quasiment maïs fourrage plat complet. C'est évidemment assez variable suivant le niveau de production visé et puis les teneurs en amidon de nos autres fourrages et ou concentrés qu'on va avoir à côté. Donc, pour éviter de dépasser des seuils trop élevés de teneur en amidon dans les rations. Donc, l'ordre de grandeur, il est de plus ou moins 25%.
Et puis, dans des rations un peu plus mixtes qui vont intégrer un petit peu plus d'herbe, évidemment, d'autant plus qu'on va avoir de fourrage type ensilage d'herbe, métaille, etc. dans les rations, d'autant plus la part de maïs épi va pouvoir être augmentée pour compenser la moindre densité énergétique de ces autres fourrages-là. Et donc, en pratique, suivant les types de rations, on peut retrouver 2 à 5 kg de matière sèche par jour, donc toujours dans des rations quand même qui contiennent du maïs fourrage et puis d'autres fourrages. Et puis le deuxième point, si on peut scinder ces deux parties-là, finalement, c'est d'utiliser le maïs épi en quantité potentiellement encore un petit peu plus importante, dans le but là d'intégrer un maximum de fourrage souvent riche en protéines dans les rations, donc type ensilage d'herbe, donc graminées légumineuses, luzerne, métailles immatures. Donc là, l'objectif, il est vraiment d'aller chercher de l'autonomie protéique plutôt, apporter un maximum de fourrage donc riche en protéines dans les rations, et puis donc compenser la moindre densité énergétique de ces fourrages donc par le maïs épi, comme on pourrait le faire avec un maïs grain humide par exemple. Une autre façon d'illustrer ce point-là, finalement, c'est donc le graphique que vous avez ici. Donc vous avez donc en ordonnée les valeurs énergétiques de différents fourrages en fonction de leur valeur protéique, donc ici indiqué en termes de PDIE. Et puis vous avez également donc le maïs épi, le maïs grain humide, le blé, et puis la cible pour une ration vache laitière qui est en général de l'ordre de 95 à 100 grammes de PDI par UF, et puis ou 90-100 grammes de PDI par kilo de matière sèche, et puis donc comme on l'a dit tout à l'heure, autour de 0,9-0,95 UF par kilo de matière sèche. Donc on voit bien ici que globalement, pour atteindre cet équilibre sur des rations à base de maïs fourrage, si je veux intégrer pas mal de luzerne ou d'ensilage de graminées par exemple, je vais rapidement être bloqué quand même pour pouvoir augmenter significativement mon niveau d'autonomie protéique notamment. Et donc il va falloir aller chercher des fourrages ou des aliments moins encombrants et donc plus riches en énergie. Et donc le maïs épi, le maïs grain humide notamment, c'est des candidats sur le papier assez intéressants pour compléter des fourrages un petit peu moins riches en énergie. Donc pour illustrer ça, on vous a proposé de vous présenter des résultats d'un essai récent de cet hiver qu'on a mené sur la station XP de la Jaillère, donc qui visait justement à améliorer le niveau d'autonomie protéique des rations tout en maintenant les performances technico-économiques. Donc le parti qui a été pris pour cet essai-là, c'est de tester finalement la complémentarité du maïs épi avec de l'ensilage d'herbe préfané, donc qui était ici principalement du raisin d'Italie et du raisin anglais trèfle blanc. Donc on avait une ration témoin qui est un témoin finalement assez classique par rapport à ce qu'on peut retrouver en ferme commerciale, donc qui comportait 50% de maïs ensilage plante entière, 10-15% d'ensilage d'herbe préfané, un petit peu de fourrage fibreux là qui est un enrubanage de RGI, et puis une complémentation donc blé, tourteau de colza et puis alimentanée. On avait une première modalité expérimentale où donc on a intégré donc un petit peu plus d'herbe. Donc on a intégré 30% d'herbe préfanée dans les rations et donc qu'on a compensé par une substitution d'une partie du maïs plante entière également par 20% de maïs épi dans la ration, donc quelque chose comme 4 kg de matière sèche par jour. Et puis une dernière modalité un petit peu plus extrémisée, donc qui incorporait donc à peu près 6 kg de matière sèche de maïs épi, et puis donc 50% d'ensilage d'herbe préfanée, donc à peu près 10-11 kg de matière sèche, et puis à nouveau complété par un petit peu de tourteau de colza et d'aliments tannés, parce que la qualité protéique de l'ensilage d'herbe ne nous permettait pas d'aller plus loin en termes d'autonomie sans dégrader les équilibres alimentaires des rations. Donc ici, on a fait le choix d'équilibrer les rations donc, à 100 grammes de PDI par UF, et puis donc des rations qui présentaient à peu près 32% de NDF, et puis 22-23% d'amidon plus sucre soluble. Voilà.
Donc c'était un ensilage d'herbe de très bonne qualité énergétique, donc récolte précoce de 2019, donc près d'une UF par kilo de matière sèche, et par contre une qualité azotée un petit peu moins bonne, bien qu'elle soit correcte, hein, autour de 16% de MAT pour vous donner des repères. Donc, quelle performance permise finalement par ces différents régimes? Des performances en termes de production plutôt maintenues. On est tout à fait équivalent par rapport à notre régime témoin, là, avec 30 ou 50% d'herbe dans la ration. Par contre, plutôt une tendance quand même baissière au niveau des taux, donc que ce soit au niveau du TP ou du TB. Donc c'est une baisse qu'on a affectée plutôt a priori à un moindre apport énergétique, donc qui est lié à plusieurs choses. Déjà, on a un petit peu moins d'ingestion quand même sur nos deux régimes expérimentaux, moins 2 à moins 5%. Donc en quantité totale d'énergie ingérée par jour, finalement, on est sur des apports un petit peu moins importants. Donc chose qu'on met en lien aussi avec la reprise d'état, la reprise de poids quand même au cours de l'essai. Je n'ai pas précisé, des animaux qui étaient à peu près à 150 jours de lactation en milieu d'essai. Et donc, une reprise de poids aussi quand même bien inférieure avec nos régimes expérimentaux. Donc en cause donc l'ingestion et puis d'autres points qui nous ont un petit peu sauté à l'œil. Déjà l'effet éclatement du grain. Donc pour rappel, donc récolte 2019 sur la région Pays de la Loire assez compliqué, assez peu de disponibilité en termes de matériel pour récolter du maïs épi. Donc on avait une machine pas tout à fait adaptée, dans le sens assez ancienne, et des éclateurs un petit peu usés quand même. Donc on peut suspecter quand même que l'éclatement des grains, on va dire plutôt moyen, a été tout du moins peut-être insuffisant, et ce qui a entraîné des teneurs en amidon fécal un petit peu plus importantes sur nos lots expérimentaux, bien qu'elles soient restées globalement assez basses et inférieures à 3-4% de matière sèche. Autre point, peut-être une légère surestimation des valeurs énergétiques du maïs épi et ou de l'herbe. Donc on était sur un cru quand même d'herbe assez atypique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc sur le papier, très riche en énergie, très riche en sucre soluble, hein, près de 20% encore de sucre après 15 à 20% de sucre après fermentation. Donc des fourrages assez atypiques. Donc, qui ont pu occasionner peut-être une surestimation par rapport au modèle INRA des valeurs UF dans cet essai-là. Et sur l'aspect protéique, on voit au niveau des taux d'urée du lait qu'on a des taux d'urée un petit peu moins importants dans nos lots expérimentaux, malgré quand même un apport d'azote soluble qui a été très élevé avec ce type d'ensilage d'herbe. Pour autant, ça ne s'est pas répercuté sur les taux d'urée, ça a été plutôt un petit peu dans l'autre sens même, sachant que sur le papier, donc on était bien équilibré en PDI, en quantité de protéines ingérées, et y compris donc en certains acides aminés limitants tels que la méthionine. Un point positif pour les régimes à base d'herbe quand même, c'est donc l'aspect composition fine du lait, et notamment le profil en acide gras, à savoir qu'on a significativement amélioré le profil en acide gras du lait avec l'incorporation d'herbe dans les rations, et ce d'autant plus qu'on avait d'herbe finalement dans les rations. Donc ça se matérialise notamment par les acides gras qui nous intéressent en termes de nutrition humaine, donc les principaux étant les oméga 3. Donc on a augmenté de 25 à 50% donc les quantités d'oméga 3 dans le lait avec nos régimes expérimentaux. En parallèle, on a baissé les teneurs en oméga 6, donc de l'ordre de 10-12%, et ce qui nous a amené à baisser également donc le ratio oméga 6 oméga 3, donc ce qui est souhaitable, hein, d'un point de vue nutrition humaine. Donc on a baissé de 25 à 40% avec nos régimes expérimentaux, sachant que c'est des choses qu'on avait déjà observées en 2017 avec des régimes un petit peu différents, mais où le maïs épi venait compléter de la luzerne ensilée et ou déshydratée. Et donc on avait observé les mêmes tendances avec en valeur absolue des niveaux d'amélioration encore plus importants avec les légumineuses sur ce point-là. Donc
Ça, c'est lié à deux choses. Pour les légumineuses en général, le fait que notamment on ait plus d'acides gras oméga 3 dans nos fourrages intrinsèquement. Et puis pour certaines légumineuses comme le trèfle violet, ça va être la présence de certaines enzymes en fait, comme les polyphénols oxydases, qui vont limiter l'hydrogénation des acides gras dans le rumen, et donc qui vont préserver ces acides gras insaturés pour arriver jusque dans le lait. Voilà. Donc d'un point de vue autonomie quand même, pour répondre à la question initiale, donc avec un ensilage d'herbe de qualité, on va dire, correcte à bonne sur l'aspect protéique, mais sans plus, on a augmenté l'autonomie en protéines, indiquée ici sous forme d'autonomie en MAT, de l'ordre de 20 points. Donc on est passé de 52 à 72% d'autonomie sur l'aspect azoté. Et donc, on a réduit également significativement les quantités de correcteurs azotés pour produire une tonne de lait corrigé. Donc, quasiment de moitié entre notre régime témoin et notre régime avec 50% d'herbes préfanées. Dernière chose, qu'est-ce que ça dit d'un point de vue économique, tout ça? Alors finalement, ça va être évidemment dépendant des prix qu'on va considérer. Donc ici, on a repris des coûts moyens interannuels sur les campagnes 2015-2020. Donc pour le maïs fourrage, on a fixé à 118 € tonne de matière sèche. Donc ça correspond à peu près à un coût rendu silo pour un maïs fourrage qui ferait 11 tonnes de matière sèche non irriguée. Donc pour le maïs épi, on a pris l'équivalence de rendement évoqué par Anthony tout à l'heure, donc à peu près 62-63% du plant entière. Donc l'ensilage d'herbe là autour de 130 € tonne de matière sèche. Donc ça correspond à du débrayage de RGATB, 3 tonnes de matière sèche ou une bonne récolte de dérobé. Et puis après, donc les prix des céréales et aliments concentrés, c'est issu de l'observatoire Agreste, là, donc moyenné sur les campagnes 2015-2020. Donc globalement, dans ces contextes de prix-là, dans un contexte d'agriculture conventionnelle, on a plutôt une tendance à la baisse des marges, bien qu'elles soient finalement pas si différentes les unes des autres. Donc des écarts maximum là de l'ordre de 13 € des 1000 litres en termes de marge sur coût alimentaire. Tout en sachant que si on se penche un petit peu plus dans les détails, là, si je reprends les coûts de ration journaliers, donc on a plutôt une légère tendance à la baisse avec nos régimes expérimentaux, qui sont en fait liés directement à la légère baisse d'ingestion, parce que ce n'est pas des régimes qui coûtent moins cher ramenés au kilo de matière sèche. Et donc, ce qui fait la différence ensuite, là, c'est les petites différences qu'on a observées, notamment au niveau des taux du lait, et donc de la plus-value TB-TP. Donc un point positif quand même pour les régimes expérimentaux, c'est qu'on a une volatilité quand même, une variabilité qui est réduite du fait de l'augmentation du niveau d'autonomie, un petit peu moins de dépendance aux achats extérieurs. Et donc tout ça, bien prendre avec des pincettes quand même, ça reste des chiffres avec les hypothèses de prix données en dessous, mais ça va évidemment dépendre des systèmes et puis de chacun. Donc ça va dépendre des conjonctures également, donc le coût du correcteur azoté par rapport au prix du lait. Donc c'est pour ça que notamment qu'on n'aurait pas du tout les mêmes résultats éco si on intégrait ça dans des contextes de prix bio. Et puis donc bien faire attention aussi quand même à l'augmentation des surfaces avec ce type de régime-là. Donc l'augmentation des surfaces, elle dépend aussi en partie de ce qui est produit en dérobé ou en culture principale pour l'herbe. Et donc à mettre en parallèle éventuellement avec la réduction des cultures de vente et donc des marges qui sont associées. Bien faire attention aussi à l'aspect disponibilité main-d'œuvre. C'est quand même des fourrages, l'herbe notamment, qui va nécessiter un temps plus important pour ramener à la tonne de matière sèche. Donc des choses à prendre en considération là aussi sur ce point-là.
Donc deuxième partie plutôt consacrée à finalement à l'utilisation du maïs épi dans les rations de jeunes bovins à l'engraissement. Donc on va vous présenter en fait des différents types d'utilisation qui sont issus tout simplement d'essais qui ont été réalisés donc ici principalement sur la station de Saint-Hilaire en Wavre, donc dans la Meuse, donc sur la campagne 2017-2018, où l'idée avait été de comparer à une ration classique à base de maïs fourrage plante entière, complémentée par de la céréale et puis du tourteau de colza, et finalement du maïs épi donc dans différents types de rations. Donc on avait tout d'abord la ration qui visait à substituer la céréale, donc l'orge en l'occurrence, par du maïs épi. Donc ça implique simplement une légère augmentation du correcteur azoté parce qu'on a une teneur en protéines du maïs épi qui est inférieure à celle de la céréale, donc de petits ajustements, mais finalement c'est des rations qui étaient assez proches. Et puis on a testé également donc un petit peu à l'image de ce qu'on a pu voir tout à l'heure en vache laitière, donc l'incorporation de maïs épi en complément donc ici d'enrubanage de luzerne, donc avec une partie, tout partie de la complémentation énergétique assurée par le maïs épi, donc et ou l'orge. J'espère que les diapos apparaissent pas trop en décalé. Donc l'idée ici, c'était bien de comparer la complémentation orge vs maïs épi dans une ration plutôt classique, base maïs fourrage plante entière, ou dans des rations un petit peu plus atypiques, donc avec de l'enrubanage de luzerne. Donc premier point, qu'est-ce qu'on a observé au niveau des consommations? Il s'avère que les différents régimes ont été plutôt très bien consommés par nos jeunes bovins. On n'a pas vu de différence d'ingestion journalière entre les différents régimes. Simplement au niveau des consommations totales, les petites différences que vous pouvez voir sont en fait liées à des durées d'engraissement qui ont été un tout petit peu variables entre les régimes. Mais globalement, sur de la mise en lot jusqu'à l'abattage, on a des JB qui ont mangé autour de quasiment 11 kg de matière sèche par jour sur les différents régimes. Donc à retenir globalement de bonnes ingestions dans les différents régimes dans lesquels le maïs épi a été intégré. D'un point de vue performance de croissance, des performances plutôt au rendez-vous également avec nos régimes à base de maïs épi, quels qu'ils soient. Donc des GMQ sur la période de production de l'ordre de 1600-1650 grammes par jour. Donc pour des durées d'engraissement qui ont été quand même assez proches entre les lots, donc de 199 à 207 jours, sachant que donc dans nos essais, l'objectif est d'abattre les animaux à même poids de carcasse. Donc on est autour de 430 kg de carcasse, donc 720 kg de poids vif à peu près à l'abattage, donc pour nos 4 lots d'animaux. Donc des performances de croissance qui sont quand même très proches entre les régimes. Un indice de consommation exprimé ici donc en kilos de matière sèche ingérée par kilo de gain de poids vif, donc en tendance quand même un petit peu inférieure sur notre régime, donc maïs fourrage plus maïs épi, étant donné que c'est des animaux qui ont ingéré journalièrement à peu près la même chose, mais qui ont poussé en tendance un petit peu plus vite, ce qui a réduit un petit peu la durée d'engraissement également. Mais enfin, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le maïs épi, dans les différentes rations dans lesquelles il a été intégré, il a permis des performances très similaires par rapport à un régime témoin à base de maïs fourrage et de céréales. Concernant les performances d'abattage, donc pour résumer très rapidement, on n'a pas vu de différence non plus significative entre nos lots d'animaux. Donc là, l'incorporation du maïs épi en substitution de l'orge, donc elle n'a pas, en aucun cas, elle a dégradé les performances d'abattage. Hein, donc que ce soit au niveau des rendements, des indices de consommation carcasse, des conformations, des états d'engraissement, on a des choses qui sont très proches entre les lots. Et puis, donc même chose avec les régimes à base de maïs épi et de luzerne, où on n'a pas vu non plus de dégradation particulière des performances, bien au contraire.
Donc, à retenir, pas de des bons GMQ carcasses pour tous les lots, et donc des performances tout à fait comparables avec nos régimes expérimentaux. Sur cet expé-là, dernier point peut-être sur le coût alimentaire des différentes rations. Donc on a repris des hypothèses proches de ce qu'on avait tout à l'heure pour les vaches laitières, donc selon la même méthodologie. Donc vous avez ici le coût de production, coût de production uniquement alimentaire, le coût alimentaire d'un JB, donc sur la période de production, suivant différentes conjonctures, là, donc de 2013-2014 à 2019-2020. Et donc, vous retrouvez les coûts alimentaires pour chacun des régimes. Globalement, des coûts inférieurs avec nos régimes plutôt classiques, donc notre régime témoin et puis notre régime maïs fourrage plus maïs épi, donc de l'ordre de 380-390 € par JB, avec finalement l'essentiel des écarts entre ces deux régimes-là, qui est expliqué par la différence de prix entre l'orge et puis le maïs épi, où on voit que là, finalement, la tendance tend à s'inverser avec un témoin qui ressort un petit peu mieux sur les conjonctures 2015, 2016, 2017, 2016-2017, où on a un prix de l'orge qui est de l'ordre de 85% de celui du maïs épi. Concernant les régimes à base de luzerne, on est sur des régimes qui coûtent plus cher de toute manière dès le départ. Donc on n'a pas de différence de performance de croissance, mais on a des régimes qui coûtent cher. Donc on a un delta là qui est quand même conséquent, hein, par rapport à nos régimes témoins. Là, on se situe plutôt autour de 450 € par JB. Et donc avec une variabilité entre les deux régimes là, qui est aussi liée à la différence de prix, donc entre l'orge et le maïs épi. Autre point sur les rations de jeunes bovins et le maïs épi. Pour information, certains agriculteurs l'utilisent en aliment à volonté. Donc le maïs épi est distribué quasiment à volonté, et puis complémenté par une bonne paille et puis du tourteau de colza. Donc ça, c'est des choses qu'on a testées aussi sur notre station. Donc 70% de maïs épi, hein, donc ça fait quelque chose comme un peu plus de 7 kg, 7 kg, 7,5 kg de matière sèche de maïs épi ingérée, et donc complémenté avec de la paille et du colza. Donc en comparaison d'un régime témoin plutôt classique. Donc ça donne des performances tout à fait correctes en termes de performance de croissance et de performance d'abattage, qui n'ont pas été forcément très différentes de celles de notre témoin classique, malgré l'apport énergétique plus important sur le papier. On avait des régimes là à une UF 0,5 par kilo de matière sèche, 40% d'amidon, contre 0,93 pour notre témoin. Donc on a quand même un delta assez important sur le papier, qui n'a pas été forcément nettement retranscrit en termes de performance de croissance notamment. Voilà, mais en tout cas, c'est des choses qui existent, ça se pratique, et donc c'est tout à fait envisageable. Donc pour finir, on vous propose deux petites diapos pour récapituler un petit peu toutes les informations qu'on a pu vous donner. Donc au niveau récolte du maïs épi, donc bien viser 35% d'humidité du grain, donc pour aller chercher le rendement maximal, et donc ça correspond à peu près à plus de 100 degrés jour après la récolte plante entière à 32-33% de matière sèche. Le rendement du maïs épi, bien avoir en tête qu'on est sur une équivalence de l'ordre de 60-65% du rendement du plante entière à 32-33% de matière sèche. Donc à réfléchir aussi au niveau du bilan fourragé et puis des stocks. Bien faire attention le jour de la récolte, donc les réglages, une coupe courte et un éclatement intense des grains.
important, hein, notamment étant donné le stade du grain auquel est récolté le maïs épi. Bien dimensionner son silo, hein, ça c'est vraiment important. Au début, beaucoup d'éleveurs ont tendance à se faire piéger. Donc pour rappel, hein, la densité autour de 400 kg de matière sèche par mètre cube, donc quasiment deux fois celle du plante entière, et puis donc des quantités distribuées en général quand même bien inférieures à celles du maïs fourrage. Donc bien raisonner son front d'attaque en fonction du besoin journalier des animaux et puis de l'avancement. Et puis donc pour finir, l'utilisation du maïs épi intéressante dans les rations bovin lait et puis bovin viande. Donc suivant le type de ration sur lequel on va être en lait, de l'ordre de 1 à 5 kg de matière sèche dans des rations base maïs fourrage avec une certaine part d'herbe conservée, voire un petit peu plus dans des rations où on aurait essentiellement de l'herbe conservée, et puis une palette d'utilisation encore un peu plus large chez les bovins viande, notamment des jeunes bovins à l'engraissement, étant donné que c'est des animaux un petit peu moins sensibles quand même, ils restent sensibles à l'acidose, mais à des seuils qui vont être un petit peu plus élevés qu'en vache laitière, donc des utilisations potentiellement encore plus importantes possibles dans ces régimes-là. Et donc avant de se lancer, quand même bien avoir en tête la marge de manœuvre nécessaire au niveau du bilan fourragé, hein. Donc on va laisser 35-40% de la biomasse au champ, donc attention quand même à ne pas se mettre dans le rouge en récoltant toute ou partie de la sole de maïs en épi. Donc bien évaluer quand même son intérêt économique dans son système suivant la substitution ou non du maïs aux cultures de vente, de l'herbe aux cultures de vente éventuellement, suivant la part produit en dérobé ou pas, et puis donc à mettre en parallèle aussi des économies possibles par exemple si on fonctionnait avec un aliment de production auparavant. Donc c'est bien à raisonner à l'échelle de son système avant de se lancer. Et puis, donc avant de se lancer également, bien penser quand même au choix variétal, donc que ce soit pour la conduite agronomique, la tenue de tige aussi, notamment pour des récoltes qui sont quand même plus tardives que le maïs plante entière, et puis sur lesquels on peut avoir des risques quand même de verse, hein, sur les secteurs côtiers, hein, notamment. C'est des choses qui arrivent même en plante entière, donc être encore plus vigilant pour des récoltes maïs épi. Et puis, bien évidemment, orienter son choix plutôt vers des profils variétaux plutôt typés quand même amidon. Et donc, notamment si on est sûr de faire du maïs épi à la récolte. Être un petit peu plus prudent en restant sur des variétés quand même fourrage typées, mixtes ou plutôt amidon, si il y a une possibilité que finalement la sole soit récoltée en plante entière. Et puis le dernier point quand même sur lequel il faut insister, c'est vérifier la disponibilité du matériel de récolte. C'est très banal, mais finalement on n'a pas la possibilité de faire du maïs épi sur tous les secteurs encore aujourd'hui. Donc bien vérifier ça en amont, évidemment. Voilà. Et donc petite phrase de conclusion, c'est notre avis sur le maïs épi finalement, c'est que c'est un compromis qui est quand même très intéressant en termes de logistique pour la récolte, le décilage notamment, et puis sur les aspects de conservation et puis de valorisation par les bovins. Voilà. On vous propose sur la dernière diapositive de reprendre les contacts, voilà, donc de Hugues et moi-même qui sommes intervenus aujourd'hui, mais évidemment n'hésitez pas à contacter vos référents, j'allais dire, habituels en région, et qui sont disponibles via également notre site Arvalis Info, qui héberge lui aussi des informations complémentaires sur ce même sujet et sur le thème des fourrages de manière générale. Donc écoutez, merci pour votre attention, et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Au revoir.